Hey hey, c'est le 180e épisode du podcast 180 degrés. Ben oui, puis j'avais pas envie de faire comme si c'était un épisode comme les autres, comprends-tu? Pour moi, il y avait un concept là à exploiter. En fait, ça m'a donné envie de faire exactement ce pourquoi le podcast existe. Prendre la hauteur, sortir des réponses faciles, remettre de la nuance dans certaines affaires qu'on entend beaucoup en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que oui, il y a énormément de promesses qui circulent dans l'industrie, des promesses qui sont très séduisantes. On veut plus de rapidité, de simplicité. Et je pense que ça fait du bien de remettre les choses en perspective, de mettre de la nuance là où tout semble devenir très, très tranché au couteau. Donc, c'est exactement ce que je te propose pour cet épisode. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limites. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors là, plan de match spécial parce que épisode 180 d'un podcast qui s'appelle 180 degrés, je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose de spécial. Et en fait, pour moi, c'est peut-être aussi de rappeler ce que symbolise en fait le titre de mon podcast 180 degrés, parce que oui, c'est mentionné dans l'intro, mais peut-être que tu es une fidèle auditrice puis que peut-être que tu l'écoutes plus vraiment avec autant de conscience qu'au départ, peut-être que tu le skippes, bref, peut-être que tu as oublié en fait ce qu'il y avait derrière cette intention de prendre de la hauteur et de voir à 180 degrés. Pour moi, le podcast, il sert à ça. Il sert à prendre de la hauteur, de sortir de l'espèce de dualité de noir ou blanc, de remettre de la nuance, de remettre des tons de gris, de couleurs. Et je pense qu'il y a énormément de malaise dans l'industrie entrepreneuriale, surtout en ligne en ce moment. Il y a beaucoup de malaise. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de promesses qui sont mentionnées, mis de l'avant pour vendre des choses. Il y a énormément de raccourcis possibles et que les gens vont allègrement utiliser et même vendre aussi en guise de promesses. Il y a énormément de solutions qui nous sont présentées comme étant des solutions universelles qui conviennent à tous. Et évidemment, tu me connais. Et si tu m'écoutes, c'est que tu partages aussi cette vision-là. C'est tellement tout sauf universel et standard une business aujourd'hui avec toutes les possibilités. Donc, j'ai comme envie que ce soit un épisode où on va essayer de remettre de l'avant ce qu'on oublie et ce qu'on oublie de dire, en fait, quand on communique et quand on regarde, on entend les messages qui sont véhiculés dans le dôme de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, c'est vraiment une espèce de, on va dire, de call-out bienveillant, si je peux dire, que j'ai envie de faire pour amener un petit peu plus de conscience, amener un petit peu plus aussi de compréhension de qu'est-ce que c'est vraiment quand on nous dit quelque chose ou quand on nous fait une promesse. Donc là, c'est encore peut-être un peu abstrait dans ta tête, là, mais reste avec moi, tu vas voir, ça va te faire du bien. En fait, une première chose que j'avais le goût d'adresser, c'est toute la notion qu'on a dans la productivité et notre obsession, en fait, de vouloir faire toujours plus et plus rapidement, plus facilement. Et ça, je pense que ça vient, en fait, avec tout le courant, tu sais, derrière l'intelligence artificielle, évidemment. J'ai fait un épisode entier sur les dérives de l'IA. Tu connais ma position, ou sinon, je t'invite à aller voir l'épisode. C'est vraiment, je pense, un épisode important, en fait, pour mieux comprendre certains angles morts négatifs qu'on n'a peut-être pas estimés dans notre utilisation de l'IA. Et ce que ça nous amène, bien évidemment, ça nous amène énormément de paresse dans qu'est-ce qu'on fait, dans comment on veut faire nos tâches, on veut créer toujours plus de contenu en allant plus vite, on veut simplifier à l'extrême pour que comme on n'ait rien à faire, on pèse sur un piton, on demande par dictée vocale et voilà, mon travail est fait.
C'est comme si l'IA est devenue la promesse ultime de productivité, alors qu'il n'y a pas eu vraiment de réelle réflexion sur, OK, c'est quoi notre intention? Donc oui, on sauve du temps, mais ce temps-là qui nous reste est utilisé à quoi? Ça, l'histoire ne le dit pas. Chacun va justement utiliser ce temps-là, mais j'ai l'impression que c'est comme une fausse perception que ça nous amène à être plus productif et à faire plus. L'IA, en fait, c'est ni bon ni mauvais. En fait, ça peut être très mauvais d'un point de vue environnemental, ça peut être très mauvais d'un point de vue de nos cerveaux, mais ça peut amener aussi beaucoup de bonnes choses dans notre société. Donc, il y a toujours comme un pour et un contre, évidemment, et d'où la nuance que j'ai envie d'apporter. Mais j'ai l'impression qu'on vient justement dans cette obsession de grande productivité où on valorise les choses qui prennent pas de temps. On veut toujours aller plus vite. Donc, tu sais, rédige plein d'infolettes en 15 minutes. Tu sais, c'est valorisé et c'est agréable et c'est une promesse qui nous fait vraiment du bien. La preuve, quand j'ai fait mon petit produit de la trousse pour Reels paresseusement efficace, la promesse que je fais avec ce produit-là, c'est de te montrer 5 types de Reels à créer qui vont te prendre en moyenne moins de 15 minutes. Alors, tu comprends que je ne suis pas à côté de la plaque dans cette optique de productivité-là parce que je sais que la première chose qui va sauter chez les entrepreneurs, c'est bien sûr la création de contenu, surtout la vidéo si tu n'aimes pas trop ça. C'est ce qui va sauter, mais alors que tu as un message à véhiculer et je me dis, comment je peux faire pour trouver une solution? C'est de là qu'est venue la trousse. Mais au final, est-ce qu'on veut que les entrepreneurs utilisent que ces 5 types de contenus-là rapides que j'appelle paresseusement efficaces? La réponse est non. Puis ça, c'est vraiment mentionné sur la page de vente et dans le produit. C'est le but de venir complémenter parce que tu ne vas pas mettre autant d'heures et de temps sur toutes tes pièces de contenu de façon équitable. En fait, ce serait vraiment ridicule de faire ça. Tu vas avoir des pièces plus signatures qui vont te prendre plus de temps, plus de réflexion. Et ensuite, tu peux venir combler avec du contenu paresseusement efficace. Mais là, c'est tout ça, en fait, qui vient me chicoter. C'est cette relation-là qu'on a comme entrepreneur avec la productivité et avec le temps. C'est comme si on a enlevé de la valeur à ce qui prenait du temps parce qu'on veut, comme bien sûr, moins travailler, faire plus d'argent, etc. Ce qui nous amène dans une loupe un petit peu de la culture, de la performance, du hustle, comme on dit en anglais. Et je trouve ça un petit peu dommage de voir ça. Je me dis, on a clairement quelque chose à régler dans notre relation avec la productivité, avec le fait de vouloir tout accomplir. Je pense qu'il faut que ça reste sain, mais je me demande à quel point on met du temps sur les bonnes choses. Peut-être que des fois, tu tournes les coins ronds dans certaines tâches par rapport justement à ton contenu ou à tes réflexions. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui délèguent vraiment beaucoup de brainstorm stratégique avec ChatGPT. Puis je me dis, oh mon Dieu, mais comme, c'est pas le conseiller ultime à avoir. Et potentiellement que ça serait plus rentable pour toi de prendre une demi-journée, peut-être faire un petit mini mastermind avec d'autres entrepreneurs pour vraiment aller chercher les vraies pépites, les vraies réflexions. Donc, ça, c'est la première affaire que j'avais envie d'apporter dans l'épisode. L'autre chose que j'ai envie de te parler, c'est tout ce qui a trait à la niche. Hein? Quand on veut se faire connaître, aller chercher de la notoriété, se faire connaître aussi pour notre réelle expertise, c'est clair que de se nicher, donc de vraiment répondre à un segment de marché précis, que ce soit se nicher par rapport à sa clientèle ou que ce soit se nicher par rapport à une expertise ou un type d'offre, de service qu'on peut faire, c'est un excellent moyen de croissance, comprends-moi bien. Mais avec le temps, ce que j'observe dans l'industrie, c'est qu'il y a eu énormément d'entrepreneurs qui ont utilisé cette stratégie-là de se nicher et qui aujourd'hui se sentent un peu pris dans la niche. C'est-à-dire qu'ils ont une expertise qui est beaucoup plus large, mais qui ne l'ont pas mis de l'avant dans les dernières années, dans leur contenu, dans leur présence en ligne et tout ça, et qui, là, veulent essayer d'élargir un petit peu cette niche-là et ont carrément un sentiment des fois de syndrome de l'imposteur, de sentir que là, ça dédouble, ça change le message, ça devient un peu flou. Et c'est là que je me rends compte que l'idée de la niche à tout prix pour craquer le code, c'est pas nécessairement le meilleur conseil. Oui, on dit que plus c'est niché, plus tu vas vendre, mais c'est surtout, est-ce que tu as réellement envie de te nicher à ce point-là? Quand c'est devenu une identité qui est figée, qui a de la difficulté à évoluer,
ben ça devient vraiment un peu plus comme une petite prison que tu t'es créée. Et ça, je trouve ça dommage. À contrario, tu as l'inverse, tu as des entrepreneurs qui vont changer de niche à tout vent, aux 2 semaines. Là, ils vont changer de type de clientèle ou de type d'expertise. Et là, ce que ça crée, ben c'est un peu l'effet inverse. Là. C'est comme les gens ont plus confiance ou sont comme des petites brebis égarées quand tu parles ou des chevreuils sur le bord de l'autoroute qui sont obnubilés par les phares de voiture. Ils sont comme « Ah, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux m'aider? » Donc ça, c'est pas vraiment mieux. Mais j'ai envie peut-être qu'on voit en fait la niche comme étant, oui, une façon de se démarquer. Parce qu'évidemment, si c'est trop large, si on est trop généraliste puis qu'on a l'impression qu'on peut aider tout le monde, ça va être difficile. Mais d'un autre côté, je me demande à quel point, sur le long terme, parce qu'à court terme, c'est très facile, c'est très aidant, mais sur le long terme, j'ai l'impression que ça peut devenir ennuyant pour certains entrepreneurs qui ont envie d'aller explorer, d'offrir leur expertise dans d'autres types de niches, mais qui souvent se sentent peut-être un peu plus emprisonnés, comme je disais, qui n'osent plus nécessairement faire ce genre de move-là business. Et ça crée beaucoup, comme je disais, un sentiment d'imposteur. Tu sais, on a l'impression que ben, j'ai-tu vraiment la compétence pour faire ça? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que là, les gens vont être perdus ou là, ben là, je vais être obligée de changer un peu tout mon site web. Ça devient comme tellement compliqué. Puis moi, j'ai l'impression que ce qui doit vraiment rester stable dans le temps, c'est pas tant la niche, mais plus, tu sais, ton intention, la posture que tu as, le brand, tu sais, là, oui, le brand évolue, mais c'est ça qu'on va retenir le plus versus la niche, surtout comment on le met de l'avant sur nos plateformes, dans la façon de communiquer. J'ai l'impression, en fait, que les niches très, très rigides ou les modèles d'affaires du genre « j'ai une offre », un type de clientèle et that's it. J'ai l'impression que dans notre économie, dans notre ère entrepreneuriale, ben que c'est vraiment plus difficile, puis difficile à conjuguer aussi avec un modèle d'affaires qui va être vraiment périn, tu sais. Fait que je me questionne. Puis là, si tu as des réflexions par rapport à ça, là, tu sais que tu peux toujours m'écrire puis m'envoyer un petit message. Mais j'ai l'impression que la vie est moins rose pour les niches business. Puis je me dis, ben peut-être que finalement, il y a des gens qui se sont trop emprisonnés, puis je le vois, je l'observe, et on aurait peut-être intérêt à voir la niche autrement, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, la niche, c'est toi, surtout dans une optique de personal brand, tu sais, les sujets que tu vas traiter dans tes contenus sur tes plateformes, bien, sont vraiment issus de ta personnalité, de tes intérêts, de ta vision. Et c'est vrai que dans cette optique-là de brand personnel, un peu comme les créateurs de contenu / influenceurs, la niche, ça devient toi. Dans une optique de business, c'est pas tout à fait vrai, ça change un peu, mais je pense qu'on a intérêt à peut-être élargir cet horizon-là. Tu me diras ce que tu en penses. L'autre élément que je voulais aborder avec toi, c'est toute la notion de système et automatisation. OK? Systématiser et automatiser ton entreprise, c'est vraiment futé. D'ailleurs, c'est une de mes 3 grandes priorités cette année parce que c'est quelque chose que j'ai, moi, procrastiné avec le temps parce que, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être trop long, trop compliqué pour rien, c'était pas ma priorité, c'était pas là où je m'en allais, tu sais, c'était pas ma priorité, point. Je sais pas pourquoi je suis en train de me défendre de ça, mais c'est pour t'expliquer qu'aujourd'hui, cette année, en fait, en 2026, bien, ça va être ma 7e année business et c'est la première année où ça va devenir une vraie priorité. Tu sais, je ne te dis pas que j'ai aucun système et aucune automatisation, mais de là, de vraiment aller plus en profondeur et de vraiment s'assurer que tout ça, ce système-là, soutient mon activité, mes tâches, mes processus. Ceci étant dit, je vois aussi l'inverse. Je vois des entrepreneurs qui, eux, vont procrastiner avec l'intérêt, l'envie de systématiser et d'automatiser. Donc, de dire, ben moi, je veux, parce que ce qu'on nous vend, en fait, c'est quoi? C'est automatiser ta business pour te sentir plus libre, pour scaler ton entreprise, créer des funnels avant même d'avoir vendu une affaire à 10$. Donc, ce qu'on nous vend, c'est cette idée-là de OK, mais là, ça se vend en automatique, ça va être systématisé, tu vas avoir un système béton pour avoir une entreprise en extrême hyper croissance. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Mais moi, ce que j'ai envie de call out là-dedans, c'est OK, mais automatiser quelque chose trop tôt dans son entreprise, bien, premièrement, c'est souvent une façon élégante d'éviter de vendre. Une façon élégante de procrastiner, tu sais,
un bel habit chic à la procrastination. Pourquoi? Parce que c'est pas la priorité. Quand tu n'as pas commencé à tester tes ventes, tester ton offre plutôt, t'assurer qu'il y a un fit entre ta clientèle cible, ce que tu as envie de proposer, que les messages résonnent, à quoi bon systématiser ou automatiser? Tu sais, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui ont passé énormément de temps là-dessus, puis au final, ça n'a pas vendu, ça n'a pas marché, puis ils ont juste fait autre chose. Puis le nombre d'heures qu'ils ont passé à faire ça, oui, c'est plus rapide aujourd'hui, mais je veux dire, le nombre d'heures que tu passes à faire ça, c'est du temps qui ne te rapporte pas de dollars ou d'euros. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très présent, en fait. C'est quelque chose qu'on valorise, c'est quelque chose qui nous fait rêver, en fait, cette idée de business très automatisé. Et je pense que tout ça est valide et très puissant, surtout quand ton modèle d'affaires est validé, testé. Mais je pense que c'est aussi une belle façon de procrastiner et de perdre ton temps finalement à ne pas vendre, d'avoir une bonne raison en fait de ne pas être en train de vendre tes affaires puis de faire du contenu ou faire de la prospection, si c'est ça aussi la stratégie. Fait que ce qu'on oublie de dire, c'est que les systèmes, ils vont pas créer de la demande pour ton offre et ils vont juste en fait permettre d'amplifier ce qui fonctionne déjà. Mais si ça ne fonctionne pas, je veux dire, même si c'est automatisé, systématisé, ça ne va rien donner pour toi concrètement. Fait que tu sais, je pense que c'est intéressant dans cette logique-là de s'intéresser à, c'est quoi nos priorités pour l'année. Et quand on a des petits volumes, c'est sûr qu'on a vraiment moins besoin de systématiser ou d'automatiser. Quand on arrive avec beaucoup d'opérations, beaucoup de tâches, beaucoup de communication back and forth, là, c'est vrai que ça peut être intéressant de se poser, surtout si on voit que dans notre semaine, dans notre mois, on perd énormément de temps sur des tâches répétitives à non-valeur ajoutée. Parce que c'est ça le grand bénéfice de l'automatisation. Quand je travaillais à la Banque nationale, c'était un gros projet qui était vraiment au centre de la transformation numérique dans le secteur où j'étais. Moi, j'étais au secteur des traitements des prêts hypothécaires et la banque avait comme vision d'automatiser tout le processus d'approbation des prêts hypothécaires, le traitement aussi du dossier, l'envoi des documents légaux chez le notaire, l'envoi des fonds aussi, de l'argent dans le compte en fidéicommis du notaire. Et ça, c'était quelque chose de big parce que moi, quand je suis arrivée, tout ça était manuel et on envoyait ça par fax. Oui. Je parle pas dans 1980, là, en 2010, là, j'envoyais des fax papier. Là. Fait que, tu sais, là, il y avait un énorme gain financier à aller automatiser parce que toutes ces tâches-là étaient à non-valeur ajoutée. Il n'y avait pas de valeur à ce qu'un humain physique prenne ça dans ses mains, la fasse manuellement aussi. Là, ces documents-là étaient faits manuellement à l'ordinateur, on les imprimait puis on les faxait. Après ça, est arrivé le fax numérique, au moins, merci, on a sauvé des arbres. Mais ceci étant dit, le but, c'était de sauver du temps, d'être plus efficace et d'utiliser les talents, l'expertise des employés pour vraiment les tâches qui nécessitaient de l'analyse, la réflexion, des communications aussi, tu sais. Donc, c'est la même chose. Je sais qu'on n'est pas une banque, une institution financière avec 20 000 employés à gérer puis des gros processus, mais comment on peut s'inspirer de ça, tu sais? Automatisons qu'est-ce qui mérite de l'être, qu'est-ce qui nous fait perdre du temps, les tâches fatigantes, parce que des fois, on pense aussi à déléguer certaines tâches alors qu'elles peuvent être automatisées et donc tu vas pouvoir sauver des coûts. Et si ce sont des tâches qui sont répétitives, demandantes pour toi, mais à valeur ajoutée, là, tu vois, ça vaut la peine de déléguer parce que il y a un humain avec une expertise qui va pouvoir prendre en charge. Mais trop souvent, en fait, j'ai vu des entrepreneurs perdre énormément de temps à travailler sur des systèmes sans ramener aucun argent, revenu à son entreprise. Et ça, c'est vraiment pas cool. Ça nous amène des entrepreneurs... En fait, ça amène des entrepreneurs à être frustrés des résultats parce qu'ils ont le sentiment d'avoir vraiment beaucoup travaillé et de ne pas avoir de revenus. Donc, ça... Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, cette quête au système, il faut faire attention. L'autre chose ici, c'est pas un nouveau sujet, là, mais tu sais, l'overconsommation de formation, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que l'investissement en toi, c'est excellent, OK? On valorise les formations. Pourquoi? En fait, pourquoi on adore acheter des formations? Puis je dis « parce que je m'inclus aussi là-dedans. Puis la plupart de mes clientes sont dans le même bateau. C'est qu'on a l'impression qu'on investit en nous
et c'est le cas si bien sûr on les fait, les formations, on se dit c'est des connaissances, donc c'est bien vu d'investir dans des connaissances, on se dit ça ne sera jamais perdu, mais au final, sous-jacent à ça, c'est plutôt on est en train d'éviter d'investir pour vrai dans notre entreprise. Ce que je veux call out là-dedans, c'est que acheter des formations, c'est socialement très valorisé. On va payer pour avoir ces connaissances-là, apprendre de nouvelles choses, valider aussi, parce que des fois, on a un sentiment d'imposteur, puis on se dit « Ah, mais peut-être que si je suis cette formation-là, je vais comme apprendre quelque chose de nouveau. » Moi, je l'ai fait souvent dans certaines affaires, surtout genre la pub Facebook. Là, je parlais de ça avec d'autres entrepreneurs dernièrement, puis j'étais comme « Je pense que depuis que je suis entrepreneur, j'ai dû acheter genre 10 formations en tout sur la pub Facebook parce que j'ai l'impression qu'à chaque changement ou à chaque truc, c'est comme si je perds tous mes acquis, on dirait. Dans ma tête, là, c'est pas vrai, mais j'ai ce feeling-là que les autres connaissent tellement plus de choses puis qu'il y a tellement de nouveautés ou d'informations qui vont me manquer si je ne suis pas de formation. Donc ça, c'est clairement mon sentiment de syndrome de l'imposteur. Là, j'ai compris que, OK, c'est parce que là, après 10 formations puis mon expérience d'en avoir fait, ben je pense que je suis valide, là, tu sais. Je pense que ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à sortir notre carte de crédit facilement pour ce genre de produit-là, mais que payer pour l'implémentation, ça, par exemple, ou que ça accroche. Ça, par exemple, l'implémentation, là, payer pour que quelqu'un m'aide à faire ma page de vente, à mettre en ligne ma formation, à faire de la pub. Ça, par exemple, là, que ça a l'air difficile de sortir la carte de crédit. Puis je sais pas pourquoi. Dans le sens, je le comprends, je le conscientise, mais dans la réalité, c'est que il y a des budgets, là, des fois, quand je parle avec d'autres entrepreneurs, des budgets formation et coaching, là, ils sont énormes par année, OK? Ça représente vraiment là, plus que la recommandation du 10% par année. Fait que ça, c'est des budgets qui sont alloués justement sur des formations, des programmes de groupe, tu sais, des trucs très comme le fun sur papier, tu sais, de la connaissance, très valorisée, comme je disais. On se dit « Ah, ça va me servir, je vais connaître d'autres mondes. » Fine. Mais très peu de budget vont être alloués à de l'accompagnement en marketing. Là, je le sais que c'est une shameless plug. Je me fais une petite pub par la bande, mais je veux dire, être accompagné pour son marketing quand c'est pas notre tasse de thé, puis qu'on sait pas par quoi commencer, puis qu'on a plein de stratégies possibles à faire, puis on sait pas par quoi commencer, bien, se faire accompagner, ça donne un gros coup de pouce, OK? Puis c'est sûr que c'est ce que je fais dans la vie. Là, je te dis pas de me contacter forcément, mais tu vois le genre, ça fait partie des choses pour lesquelles, des fois, je vois que les budgets sont très, très minces. Même chose pour la publicité, que ce soit sur Facebook, Google, peu importe ta business, ton modèle d'affaires. Souvent, la pub, c'est un vecteur de croissance parce que, je veux dire, tu vas amplifier ce qui existe déjà, tes messages, tes contenus, et aller rejoindre les bonnes personnes. L'autre chose, c'est les prestataires de services. Je le sais que ça coûte cher de déléguer, que ce soit une adjointe. Je le sais que ça coûte cher de faire un brand par une graphiste, faire des montages vidéo. Ça coûte cher de faire affaire avec un copywriter pour faire ses textes. Ça coûte cher aussi de déléguer certains visuels pour les réseaux sociaux. Je le sais que ça coûte cher. Mais pourquoi c'est si difficile d'investir là-dedans quand c'est vraiment ça que tu as besoin versus une formation, alors que tu sais que tu n'auras pas le temps, même si tu apprends la compétence, par exemple pour faire tes visuels, si c'est quelque chose que fondamentalement tu n'aimes pas et que tu n'auras pas le temps de faire, tu n'es pas en train d'investir à la bonne place, clairement. Puis, ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est que derrière la surconsommation de ces formations-là, c'est que ce qu'on voit, c'est justement un manque de confiance et une façon aussi, encore une fois, de procrastiner parce que pendant ce temps-là, tu n'es clairement pas en train de faire avancer ta business parce que là, tu es encore en mode apprentissage. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui, la formation, c'est rassurant, c'est le fun, mais peut-être regarder là, dans tes investissements de l'an dernier, c'est quoi le prorata de tes dépenses qui sont allouées vraiment à de l'implémentation et de la concrétisation versus juste des connaissances, là, ou des programmes justement de formation, des trucs de groupe, des trucs déjà autonomes que peut-être tu n'as pas terminés. Et peut-être que ce budget-là, cette année, en 2026, tu pourrais l'allouer à de l'accompagnement, de la pub, des prestataires, bref, de la mise en œuvre concrète de ton plan de match. Ça va vraiment, vraiment t'aider. Ce qu'on veut, c'est passer de « OK, je comprends plein de choses, je connais plein de choses » à « OK, j'implémente, j'avance, je teste, je vois des résultats, je m'ajuste. » Tu sais, c'est jamais linéaire, mais au moins, les choses avancent. Ensuite, l'autre chose que je vais te parler, c'est, oh mon Dieu, les offres.
le high ticket versus le low ticket, la quête de toujours plus. Ce qu'on nous a vendu beaucoup avant, c'était le high ticket, donc les offres très, très premium, très chères, comme la seule voie sérieuse de croissance. Là, dans la dernière année, la dernière ou les dernières années, bien, on nous a amené vraiment cette notion de low ticket, donc les très petites offres, les petits produits, comme étant une solution miracle. Et là, j'ai eu plusieurs amis entrepreneurs dans les derniers mois qui m'ont envoyé des fois des pubs, tu sais, où on nous vend genre un produit à 30 $ qui permet de générer des multiples 6 chiffres par mois. Tu me dire, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et souvent, je leur réponds, ouais, mais c'est parce que là, on s'entend que ça, ce qu'elle dit dans la pub, cette personne-là, c'est que le fait d'avoir créé ces petits produits-là, ben, amène, dans le fond, à générer après ça d'autres revenus, mais c'est pas la vente directe d'un produit à 25-30 $ qui, à lui seul, va permettre de faire ces multiples 6 chiffres-là. Donc, c'est toute l'espèce de dichotomie entre ce qu'on nous promet, ce qu'on nous vend comme résultat et la réalité derrière. Ce qu'on nous vend, en fait, c'est un funnel, c'est un tunnel de vente. Et là, on vend comme l'idée d'opposer le high ticket au low ticket, ou plutôt d'avoir un low ticket qui forcément va amener à du high ticket, mais il manque beaucoup de transparence là-dedans. Tu sais, dans les chiffres, dans ce qu'on partage, je dis on, mais tu sais, l'industrie de l'entrepreneuriat. Puis le problème, en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on valorise, les offres à haut prix. On se dit on va en avoir moins de clients, mais on va mieux les servir, puis on va avoir plus de rentabilité. De l'autre côté, on se rend compte que le marché peut être rapidement saturé de ce type d'offre-là. Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire, pour amener un petit peu de nuance là-dedans, parce que je n'ai pas la solution ultime, mais je pense que c'est vraiment important de voir le modèle d'affaires comme étant un peu comme une pièce de vêtement. T'sais, on va prendre ce qui nous convient, ce qui nous fait du bien, dans lequel on est confortable, on se sent bien. Si c'est lourd énergétiquement à supporter, puis que c'est vraiment pas le genre de modèle d'affaires qu'on a envie d'avoir, ben c'est pas parce qu'on nous vend cette idée-là à tout prix que c'est forcément la bonne chose. Et les prix aussi, les tarifs des offres sont vraiment pas liés à ta valeur personnelle. Que tu sois une business de low ticket, ça n'a en rien à voir avec une expertise de moindre valeur ou une humaine de moins bonne qualité, là, si je peux dire. Donc, les offres, c'est une question de fit avec le marché et l'offre, en fait, que tu proposes. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que, un pricing qui est bas va forcément amener à aller chercher du volume, si on est dans une optique de croissance, là, évidemment. Et chercher du volume, ça vient avec des investissements. Tantôt, quand je parlais de pub, tu sais, les business comme ça, justement, tu les vois passer dans de la pub. Souvent, pub Facebook ou Instagram. Donc, ça vient avec des milliers de dollars par année d'investissement de ce type-là, c'est-à-dire de publicité, probablement des prestataires pour le copywriting, pour le site web, les pages de vente, créer tous ces produits-là. Fait que, tu sais, on oublie de nous dire comme beaucoup de choses dans la pub. Et souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se font un petit peu avoir, on va dire en gros guillemets, par cette illusion-là que c'est donc bien facile et que c'est donc bien comme soit d'un côté les offres high ticket ou de l'autre côté le low ticket, mais il n'y a pas, c'est pas une dualité nécessairement. Il faut juste aller voir un petit peu qu'est-ce qui va être soutenable pour nous en matière d'écosystème d'offres, un équilibre en fait entre notre ambition, la réalité, le marché et ce qu'on est prêt aussi à faire comme effort au niveau de l'investissement pour aller chercher de nouvelles personnes. Parce que si on est dans une logique de low ticket, comme je te rappelle, on est dans une logique de volume. Donc ça, c'est indéniable. Et bon, là, si je fais un petit récap de tout ce que je viens de te dire, parce que je t'ai dit plein d'affaires pour amener un petit peu de nuance dans le marché actuel 2026, au final, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode-là, c'est qu'il n'y a clairement aucune stratégie qui va être mauvaise en soi. Même si tu vois d'autres entrepreneurs qui prennent une certaine direction et que ça fonctionne, puis que toi, tu l'essayes, ça ne fonctionne pas, c'est pas la stratégie ou toi le problème. C'est, comme je disais, une question de fit. Et pour moi, quand ça devient problématique, c'est tout simplement parce qu'on enlève de l'équation le contexte, parce que des fois, on ne donne pas assez de contexte. Des fois, on dit des choses même comme entrepreneur, tu sais, qui fait de l'accompagnement de d'autres entrepreneurs, justement. Des fois, on va faire des contenus, puis
on n'a pas le temps, là, dans le nombre de caractères ou le nombre de secondes de vidéo, de mettre tout le contexte derrière. Et ça, c'est le danger parce que des fois, on peut promouvoir certaines valeurs, certains faits et induire, en fait, des gens en erreur par rapport au manque de contexte. Donc ça, c'est vraiment important. Parlant de contexte, là, exemple rapide, il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui valorisent le fait d'être beaucoup moins présents sur les réseaux sociaux, de moins utiliser les réseaux sociaux, du moins pour leur croissance. Et ça, je le comprends. Je le comprends parce qu'il y a beaucoup d'essoufflement au niveau des réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, souvent, ce que ces entrepreneurs-là à succès ne disent pas, c'est que leur notoriété, bien, ils l'ont bâtie jadis naguère sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de dire, OK, mais là, tu es en train de vendre cette solution-là, cette avenue-là, à des gens qui, eux, n'ont pas fait cette première étape-là avant, de bâtir sa communauté, sa notoriété en ligne avec les réseaux sociaux. Donc, tu vois, encore là, des fois, manque de contexte pour bien comprendre. Il y a aussi tout le côté du timing, tu sais. Le timing est important en business. Le timing est important dans toi, ta ligne du temps comme entrepreneur. À quel moment tu vas faire les choses, comme je disais, par rapport au système. Systématiser, faire des processus très détaillés, automatiser plein d'affaires, puis être vraiment dans l'optimisation quand tu commences, c'est vraiment pas une stratégie qui est bonne pour toi. On est d'accord. Et aussi, l'autre chose, bien, c'est la réalité humaine. Tu sais, c'est plate à dire, là, mais une entrepreneur qui est mère de famille de 8 enfants, bien, je m'excuse, mais elle a clairement pas la même réalité que une petite jeunesse de 25 ans, pas d'enfants, tu sais. Puis des fois, c'est ça aussi dans ce qu'on partage comme étant possible, comme étant accessible en matière de stratégie. On oublie parfois de remettre en contexte la réalité humaine et personnelle, en fait, de chaque type d'entreprise et d'entrepreneur. Donc, en fait, ce qui manque, au final, dans notre industrie, je trouve, c'est pas le nombre de tactiques, le nombre de stratégies véhiculées, c'est vraiment le manque de nuances, le manque d'explications. Parce que c'est plate à dire, là, mais les nuances dans un pitch, ça vend moins. Hein? Les gens veulent du tout cuit, veulent du clair, veulent du voici ABCD ce que je dois faire pour réussir. Et évidemment, si tu écoutes ce podcast, c'est que tu comprends que c'est pas vraiment possible et c'est pas ce qui est nécessairement souhaitable pour bien comprendre et maîtriser ce qui se passe dans ta business. Donc, bien, ce que je te souhaite vraiment, là, c'est de pouvoir te positionner, toi, comment tu te sens par rapport à ces thématiques-là. T'inviter, en fait, à réfléchir avant d'adopter des lignes de pensée, des recommandations, tu as vraiment besoin de comprendre tout l'éventail de ce qui est possible avant de pouvoir te prononcer ou d'adopter un type de modèle d'affaires, d'adopter une voie pour ton marketing. Et c'était vraiment ça l'idée. Parce qu'au final, tu sais, le vrai 180 degrés, c'est pas de changer de stratégie à tous les 6 mois puis de sauter sur toutes les opportunités qui se présentent. C'est plus de changer de posture par rapport à ton entreprise. C'est vraiment de prendre la hauteur, de voir grand, de voir loin, pour m'auto-citer dans mon intro. Et c'est vraiment ce que je fais dans toutes mes offres de services. Tout ce que je fais avec mes clientes, évidemment, c'est toujours dans cette mission-là. Fait que si ça t'a aidé comme réflexion, ben je t'invite encore une fois à venir me jaser sur les réseaux sociaux, m'en faire part, me partager tout ça, ça me fait énormément plaisir. Et si tu as envie de travailler sur ces aspects-là et de te reconnecter à ce qui est vraiment bon pour toi, en matière d'offres, en matière de contenu, travailler justement ta visibilité, ta stratégie d'acquisition de clients. Si tu as envie de le faire de façon 180 degrés proof, on va dire ça, eh bien, je t'invite à venir te joindre à Business Synergique, qui est un membership dans lequel il y a énormément d'outils, d'ateliers, mais surtout, il y a comme un moment live avec moi par semaine pour justement venir apprendre, discuter, avoir du feedback, brainstormer sur tes prochains contenus, tes prochaines idées d'offres. Et je pense que c'est vraiment une belle boîte à outils à t'offrir, justement pour t'offrir cette vibe-là 180 degrés. Alors, l'invitation est lancée. J'espère te revoir de l'autre côté. Puis je te souhaite une belle semaine. On se retrouve pour le prochain épisode de 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action.
Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.